Alors, si tu veux, tu as la tentation pour les gens riches. Ça, oui. Les gens riches arriveront toujours à trouver ce qu'ils cherchent ailleurs. En plus, je veux pas dire, mais regarde, un couple homosexuel femme Mm. qui va pratiquer la PMA voilà, en Espagne, qui revient. Il n'y a aucune possibilité de savoir, en fait, si elle a été dire si son enfant est naturel ou pas, en fait, finalement, quand elle accouche. C'est ça. On peut pas le savoir. Ben non. C'est impossible même, c'est carrément impossible. Donc en fait, c'est un peu, on est piégé sur cette affaire. Il faudrait presque une réglementation internationale, européenne, en fait, pour être efficace, réellement Ça serait efficace. très bien. Ça serait très bien. Parce Bon, que l'Europe, pour le moment, elle est quoi? Elle va dans le sens du TAFTA, j'imagine, du sens américain. C'est quoi? oui, Libéralisation? aux États-Unis, hein, tu as des États Ah, aux qui ont États-Unis. Ah, ouais. développé beaucoup cela, hein, la Ouais. Californie et la Floride. Les États des stars, hein, les stars américaines, bon, elles bousillent leur système reproducteur et après, évidemment, elles font tous les trucs artificiels, hein, elles n'ont pas le choix. Bon. Euh, mais tu as d'autres États très conservateurs. Hein. Ah, qui sont absolument contre. Ah Ouais. oui, oui. Ouais. Bon, mais là aussi, c'est pas difficile. Hein. Oui, évidemment. Tu- Bon, là, tu changes d'état, c'est encore À 30 plus. km, tu règles ton problème. Hein. Ouais, Voilà. voilà. Mais, Voilà. et donc, les coups de boutoir, donc voilà, toi, tu Mm. dis pour le moment, la France, on résiste, on a un peu un exemple Oui, en Europe, quoi. oui, oui. Et moi, je pense quand même que les gens peuvent se reprendre en main, hein, que les exigences de notre conscience, hein, elles s'expriment de plus en plus sur beaucoup de terrains, et que donc ce n'est pas une bataille perdue. Ouais. Alors, il y a un autre aspect de la question, bien sûr, qui est désespérant, c'est que, comme je disais, en Russie, par exemple, l'offre est supérieure même à la demande, c'est-à-dire que la quantité de femmes pauvres qui se mettent sur le marché elles-mêmes, hein, pour porter les enfants de quelqu'un d'autre, Oui, en donc, échange d'une oui, rémunération. oui, donc tu disais en Alors Russie, là, c'est quoi, l'offre désespérant. a dépassé la Oui, demande, oui. c'est-à-dire que quoi, il y a plus d'enfants Ben, à vendre, entre guillemets, que de gens ben, qui veulent en acheter. il y a plus de femmes à louer. Plus de femmes à louer Voilà. Ouais. pour porter les enfants, c'est Ouais, ça. Ouais. ouais, ouais. Et puis en plus, c'était assez recherché, c'est ça, en Russie, parce que j'ai vu aussi que la Russie avait passé une loi pour, on va dire, interdire, en tout cas restreindre les conditions d'adoption des enfants russes, et en particulier vers l'étranger, quoi. Parce qu'ils sont très très Oui. hostiles. Alors, l'histoire de l'adoption internationale, c'est encore un autre problème. Et je pense que si les histoires de GPA se développent tellement, c'est justement parce que l'adoption internationale est quand même un gros échec et qu'elle est un petit peu derrière nous maintenant. Alors, pourquoi un gros échec? Mais parce qu'on a énormément de scandales d'enfants qui sont en fait volés. Ce pas des enfants orphelins ni des enfants abandonnés, c'est des enfants volés à leurs parents, c'est tout. Dans des pays très pauvres, au profit de gens très riches. Mais les enfants adoptés, ils grandissent, ils ne ressemblent pas à leurs parents, ils demandent des comptes, ça crée des crises pas possibles. Ces enfants sont souvent très difficiles à gérer, même étant petits. Et donc les parents se refilent leur bilan hein, les uns aux autres. Ils disent non, franchement, non. Si j'avais pu le rendre, je le rendrais. À ce point, À ce point-là, mais oui. Mais on a des cas d'enfants adoptés qui sont abandonnés par leurs c'est comme parents ma dans chaîne un elle marche plus, aéroport. bon bah je la rends. Mais oui, abandonnés dans un aéroport parce que les parents en ont marre, ils ne peuvent plus gérer. Ah, on a des cas comme Oh, ça. il y en a, oui, ça Ah existe. ouais, des enfants abandonnés comme Oui. une valise qui Mais vont, oui. vous savez, j'en veux plus. Exactement, mais oui. Alors c'est affreux parce que, évidemment, on peut penser que beaucoup de ces enfants, même s'ils ont au départ été adoptés par des gens relativement honnêtes, bah, ils tomberont rapidement dans la prostitution ou toutes sortes d'horreurs, hein, puisqu'ils n'auront plus, ils n'auront pas tout l'entourage normal qui fait des gens normaux, c'est évident. C'est quand même horrible. Et alors les enfants, donc, nés par procréation plus ou moins artificielle, hein, puisqu'il y a toutes sortes de degrés finalement d'artificialité, eh ben, c'est aussi des enfants à qui manquera quelque chose, des enfants qui demanderont des comptes, avec qui les conflits seront constants, et on va avoir encore beaucoup plus de cas d'enfants qui deviendront délinquants, qui deviendront des cas pathologiques, et qui seront rejetés par leurs parents, qui finiront aussi dans la prostitution ou des choses affreuses. Et, Et puis, mhm. et puis, ben, le gouvernement veut nous faire croire qu'il adore le mariage, Ouais. mais les gens qui commandent un enfant, eh ben, ils divorcent comme les autres. Parfois même, ils commandent le gosse, ils se disputent, ils divorcent, et après, ils veulent plus du produit quand il est fait. Ah. Ça arrive. Non mais ça c'est horrible.
C'est C'est-à-dire, horrible. on vous appelle, bah, on doit vous livrer et tout. Voilà. Ah bah non, 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 il n'y a on plus personne. on Non, n'en non. veut plus. On n'en veut plus. Voilà. Ah, voilà des choses qui arrivent. Et après, il devient quoi? Il met lui en solde, on le... Non, mais c'est comme les modèles d'expo, quoi. Tu vois, genre, il y a moins de... Non, mais non, c'est horrible. Bon, je rigole parce qu'il y en a qui vont mal le prendre. Non, mais c'est pour dire, c'est quand même, on a passé un stade quand même. Comment est-ce que ils ont réussi à faire accepter ça quand même à la société? C'est-à-dire Mais la que... société n'est pas au courant. Ah bah moi, Alors, de j'ai temps reçu en un temps, élu ici, oui, je lui ai parlé de ça. oui. Il se tirait les cheveux quand je lui ai dit, mais aujourd'hui on peut aller acheter un enfant en Afrique. Non, mais il faut pas dire ça et tout. On peut dire ça. Est-ce que c'est vrai? Ce que je dis, on peut aller acheter un enfant en Afrique. Oui, C'est pas, oui, oui. c'est pas une aberration ce que je dis. Non, 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 bien sûr. parce que se tirer les cheveux, il faut pas dire ça, c'est pas vrai et tout. Je lui dis, mais si. Et bon, je lui disais que le mariage aussi, pour tous, encourageait ça. Donc ça, Ouais, c'était déjà trop pour lui. ouais. Mais donc, toi, tu confirmes, donc aujourd'hui, Parce que l'objet... la collection de faits divers hein, qui arrivent jusqu'aux rédactions des journaux et qui sont tellement croustillants, tellement incroyables hein, qu'on ne peut pas s'empêcher de les raconter. Hein. Ça fait vendre des journaux, ces histoires invraisemblables. Hein. Ce sont des symptômes, hein. Ça révèle que c'est massif cette histoire. Hein. Déjà les chiffres hein, légaux hein, sur tous ces procédés de fabrication d'enfants, ils sont effrayants. Hein. Mais alors, le continent de tout ce qui n'est pas légal. Oui, parce que c'est ça, en plus, il y a Ouais, tout ouais. le volet qu'on peut Ouais. voir, et puis il y a tout un volet en plus de Ouais. trafic, on va dire, et trafic... Alors, juste avant la pause, tu peux nous dire c'est quoi les pays donc, les plus touchés par ce trafic? Toi, tu dis l'Afrique, le Nigeria, en pointe, l'Amérique Oui. du Sud aussi, elle est touchée par ce Alors, phénomène? en Afrique, il faut savoir que tu as l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud, ouais. qui a légalisé les histoires de GPA pour les homosexuels. D'accord. Donc c'est un pays à la pointe du progrès, dirons-nous. Hein. Bon. Si on pour parler la langue, la langue courante, hein, la langue officielle, disons. Bon. C'est bien triste. Et puis ça vient de très loin en Afrique du Sud. C'est-à-dire que tout ça s'est bricolé depuis très longtemps. Oui, d'accord, ouais. Tu as l'Inde, tu as la Thaïlande. Aux États-Unis, les mères porteuses sont des mamans noires, sans emploi, sans ressources. Alors, encore une fois, tu vois très bien le clivage social, mais c'est criant, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Les riches achètent des enfants aux pauvres. Et alors, pour les tarifs, on a aussi des choses hallucinantes. Commander un bébé blanc, aux yeux bleus, grand, blond et avec un QI tout à fait respectable, aux États-Unis, ça tourne autour de 100 000 $. Et c'est quoi? Comment ça commence Ah bah sur catalogue. Sur Hein. catalogue? Ah bah oui, oui, oui. C'est-à-dire que je Par commande agence, mon enfant, oui. donc c'est un peu ambiance bienvenue à Gataka, là, je commande Oui. mon enfant, comme quand ils sont à la scène du magasin, bah, je veux qu'il soit blond, yeux bleus. D'ailleurs, tout le monde veut des garçons très grands. Hein. Oui, oui. Par contre, chez les Asiatiques, les Américains aiment bien les petites filles chinoises, mais pas les garçons chinois. On veut des petites filles chinoises. D'accord. Non. Et puis alors, tu as les tarifs qui sont payés effectivement aux femmes, aux pauvres mères porteuses, ou prostituées utérines, on peut les appeler comme ça aussi. Enfin, il y a beaucoup de termes Prostituée à utérine, considérer. ouais, Mère par intérim. elles qui n'ont aucun droit, j'imagine, c'est ça? Non, elles sont- voilà. Et maintenant, bon, les tarifs baissent énormément, puisqu'il y a quand même de plus en plus d'offres. Hein. Donc le boom est peut-être passé. Hein, le pic du boom, peut-être qu'il est passé. Peut-être que maintenant, les tarifs redescendent. Donc elles, parfois, bah, si elles arrivent à en tirer 1 000 $, elles sont bien contentes. Hein. On me dit 100 000 $ pour un enfant de race aryenne, ça fait cher. Le blond aux yeux bleus, c'est plus cher, c'est juste normal, non ça? Bah, c'est encore le racisme, même dans les ventes de bébés, quoi. Le noir est moins cher, c'est Bah, clair. mais ça va de soi. Ça va de soi. Il y en a plus, c'est ça. Le blanc est plus rare, bon bah. Mais Bon. en plus, qui en veut? Je te dis, les Ouais, gens, ah bah évidemment, oui. les gens vraiment Évidemment, riches. oui, bah oui, les gens Ah vraiment oui. riches qui sont plutôt. Et je pense pas, bon, des gens riches, il y en a partout. Hein. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais pas seulement.
Je pense pas qu'une famille africaine qui ne peut pas avoir d'enfants et qui est prête à en acheter, même le prix qu'il faudra, dise oh bah tiens je vais m'offrir un petit arien. Oui, bah Elle oui, préférera qu'elle lui ressemble quand même. évidemment, bien sûr. Bon, j'imagine, hein. Je Non, suis bah, pas bien allé sûr. voir, hein, mais Oui, bah bien sûr. Ouais, bah ouais, non, on me dit que Alain, il a adopté un petit chinois. Bon, je sais pas, je sais pas ce que c'est cette histoire. Bon, on va faire la pause. Justement, eh ben, je crois qu'ils sont prêts, ils sont pas prêts. Non, non, ils sont pas prêts. Si, ils sont prêts. Si, voilà, tu vois, c'est comme les pilotes dans l'avion, ils sont prêts. Et ben, on fait la pause et on revient juste après à vous la régie. Voilà, de retour après ce nouveau jingle, petite découverte, hein, pour ceux qui connaissent, évidemment, ils ont remarqué. Alors, toujours évidemment avec Maria Poumier, donc on a décrypté un petit peu ce baby business. Hein. Alors, tout à l'heure, on me parlait de marché de l'enfant, je trouvais ça pas mal en français, c'est vrai, le marché de l'enfant. Non pas le marché de l'enfance, mais bien le marché de l'enfant. Hein, tu nous as donc expliqué qu'il y avait des usines en Inde, donc aussi en Nigeria, alors un peu plus barbare, apparemment au Nigeria. Et donc ça, c'est comme ça, donc c'est quoi? C'est une espèce de fièvre qui se répand sur toute la planète, parce que c'est un phénomène mondial, on peut parler de phénomène mondial là. tout à fait. Parce, parce que moi je me souviens des mères porteuses, c'était dans le début des années 90, et ça avait fait scandale en France. Et puis immédiatement, il y a eu une loi, parce que c'était les premières mères porteuses. Et l'opinion était scandalisée par cette affaire de Oui, voilà qu'une autre femme puisse porter l'enfant d'une autre femme, voilà, pour en étant payée, évidemment. c'est Parce que ça. presque ça pourrait se comprendre. Moi, j'ai envie de dire mère porteuse. Dans l'absolu, je sais pas, la sœur qui porte l'enfant de sa propre sœur parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, peut-être quelque chose qui peut se comprendre là-dedans. Maintenant, on voit bien que effectivement le fait de payer quelqu'un, là, on est dans la marchandisation, quoi. Et au début des années 90, donc tu confirmes, il y avait bien eu cette loi qui avait été mise en place pour interdire strictement, justement, parce que à Oui, cause de cette affaire de mère porteuse qui avait scandalisé tout le monde, c'était un couple, hein, c'est ça, hein, qui avait fait ça, je crois, à l'époque. Et ils s'avaient scandalisé, enfin tout le monde était effaré, puis on nous expliquait déjà à l'époque qu'aux États-Unis c'était une pratique courante. voilà. Hein. Déjà, on est dans les années 90, hein, Mhm, tout au début des années 90, tout il me à semble. fait. Alors, tu as un phénomène de publicité qui est très bien fait. Dans le monde entier, tu as des reportages télé sur des histoires idylliques de mères porteuses qui rentrent symboliquement d'une façon quelconque dans le cadre que tu évoquais. Donc, une sœur qui rend service à sa sœur stérile, une copine. Donc, où tout se passe entre copines de classe moyenne. Alors, ça, c'est la version idyllique pour nous faire accepter la chose. La réalité, hein, c'est que ces cas-là ont toujours existé, si tu veux, même sans les mères porteuses. Une femme qui avait beaucoup d'enfants, sa sœur qui n'en avait pas du tout, ben, elle se mettait d'accord, écoute, celui-là, c'est toi qui l'élèveras. Il ne perdait pas le contact avec ses autres frères et sœurs, simplement, il y avait une autre personne plus responsable pour lui en particulier, c'est tout. Et ça se passait dans la bonne humeur, sans conflit. Il n'y avait pas de danger de procès. Bon. Oui, voilà, ouais. Alors, ce qui scandalisait beaucoup au départ, c'était l'idée justement de la vente. Hein. Qu'une femme soit capable de vendre le propre enfant qu'elle a porté dans ses entrailles. Hein. C'est ça qui paraissait atroce. Mais je te dis maintenant, tu as une telle demande de la part de femmes pauvres que pratiquement, Et puis on en vient, ouais. Et puis je pense à la citation de on Pierre sait presque Berger. plus quoi dire, quoi. Louer son ventre, c'est comme louer ses bras, quoi. Donc, Bon. Alors là, ça mérite vraiment une analyse de fond, ouais. tu vois. Parce que, bon, tu as la propagande, d'une part, et ce monsieur, bien sûr, il fait partie de tout un complexe hein, de publicité, de propagande pour la chose. Son argument, il est terriblement fallacieux, hein, parce que cette affaire-là, elle ressemble beaucoup plus à la prostitution que simplement à du travail salarié. Mais il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, quand le salariat se généralise, et dans des conditions atroces, révoltantes, hein, ce qui donne naissance au marxisme, hein, ce qui donne naissance aussi au roman de Dickens, à tout le réalisme social hein, d'indignation contre ce qu'est concrètement le salariat. Eh bien, le salariat paraît pire que l'esclavage, et tous les mouvements révolutionnaires vont se battre pour l'abolition du salariat. Donc le salariat, il est monstrueux aussi à l'origine, puisque avant que le salariat se développe comme
actuellement, c'est la seule façon de gagner sa vie. Si tu veux un patron, tu es obligé d'être salarié. Il n'y a pratiquement plus de profession indépendante. C'est un luxe extraordinaire d'arriver à ne pas être salarié. Donc, au début, c'est perçu comme une prostitution mortelle et absolument tragique, parce qu'un esclave, au moins, il appartenait en propre à une personne et il se développait un lien d'intimité et de co-responsabilité. En tout cas, le propriétaire d'un esclave, a priori, n'abandonnait pas son esclave. Alors, là, c'est pareil, hein, c'était aussi une affaire qui pouvait provoquer la mort de l'esclave, les tortures, la cruauté, la barbarie, etc. Mais il pouvait y avoir un esclavage humain, et c'est pour ça que l'esclavage s'est maintenu dans beaucoup de sociétés très très longtemps, hein, jusqu'à l'invasion des méthodes capitalistes de travail, hein, parce que au départ, c'était à peu près jouable. Il y avait un respect de la dignité, si tu veux, de l'esclave, qui était considéré comme une personne à part entière. Un esclave, c'était simplement un captif de guerre. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de chance et qui, par les lois de la guerre, se mettait à appartenir à quelqu'un d'autre. Mais toutes les femmes, si tu veux, avaient ce même statut d'esclaves. Hein. Elles appartenaient forcément à quelqu'un, soit à leur famille d'origine, hein, d'élevage, soit à un mari, soit à d'autres gens, et puis elles pouvaient passer comme ça de main en main. Bon. Donc l'affirmation de Pierre Berger, elle va très très loin. Elle nous montre hein, que cette prostitution des femmes dans leur intimité vraiment la plus reculée, la plus profonde, hein, elle peut se développer comme le salariat, auquel maintenant ben, on ne voit plus beaucoup de gens s'opposer hein, par principe. Hein. Il faut être très très marginal pour dire je ne serai jamais salarié. Hein. La plupart des gens ils sont chômeurs en se disant pourvu que je trouve un salaire, malheureusement. Alors, est-ce qu'on peut dire que même si ces histoires-là d'industrie, hein, de la procréation et de marché qui va avec, hein, se développent, est-ce que ça pourrait devenir malgré tout humain, vivable? À mon avis, non. Mais il faut tenir compte du facteur qui explique, si tu veux, pourquoi malgré toute l'indignation que provoquent ces choses-là, pourquoi elles existent et elles se développent. Et peut-être justement que ça ne va pas être facile du tout à arrêter. Le problème, c'est que la stérilité se développe d'une façon épouvantable. Actuellement, en France, tu as un couple sur 6 qui va consulter un médecin pour un problème de stérilité. Un couple sur 6. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire, on a des statistiques mais oui, par les consultations médicales. Mais du début du siècle, enfin, on peut comparer vraiment ça. Oh bah oui. Autrefois, ça n'existait pas, c'est tout. Ah oui, carrément. C'était un épiphénomène. Oui, et puis les gens ne consultaient pas parce qu'ils disaient bon, ben, ça marche pas, et puis voilà, c'est bien triste. Bon, si tu n'avais pas une maladie qui te faisait souffrir, tu disais bon, ben, l'organisme ne veut pas travailler, c'est une malédiction divine, et puis on fait avec. Hein. Bon. Puis je pense que beaucoup de gens, justement, qui s'orientaient vers la vie religieuse, qui étaient tentés par l'homosexualité, c'est parce qu'ils savaient, d'une façon inconsciente mais intuitive, que leur organisme n'était pas bon pour fabriquer des enfants. Si tu veux, il y avait une sorte de limitation de l'horizon mental, probablement à partir de phénomènes de limites physiques. Mais tout ça était géré justement de façon harmonieuse. Et puis on ne savait pas exactement ce qui se passait dans l'organisme. Bon. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que la stérilité progresse d'une façon alarmante, absolument exponentielle, si bien qu'on peut très bien imaginer, et c'est vraiment probable, si tu veux, que dans 100 ans, plus personne n'arrivera à faire des gosses naturellement. On en est là. Je dis 100 ans pour donner un chiffre, hein. Ouais. Je ne peux pas savoir exactement. Dans un pays attaqué avec des armes nucléaires, bon, on est tranquille. Hein. Dans 10 ans, il n'y a plus de procréation naturelle. Les radiations, ça tue. Et ça tue le matériel génétique. C'est-à-dire que donc cette stérilisation, ouais. les hommes et les femmes d'ailleurs, c'est les deux qui sur les deux sexes, hein, des deux côtés. Ouais. Donc il y a une explication qui est souvent donnée, ce serait l'alimentation et les additifs alimentaires. Oui. Toi, tu penses aussi dans cette voie-là aussi? Oui, ouais. C'est absolument évident. Hein. C'est évident. Bon, pour le film que je prépare, hein, j'ai interviewé des gens très compétents. Claire Sévrac confirme absolument. Claire Sévrac, bien sûr. Le docteur Dickès confirme complètement. Le déversement d'hormones dans la nature féminise
les animaux eux-mêmes. Oui. Donc ils féminisent l'espèce humaine aussi. Alors, on ne voit pas de dégâts particuliers sur les femmes, mais on voit les dégâts sur les hommes. Les hommes deviennent féminins. Et plus on est dans une société développée qui mange des produits très, très, très élaborés, Oui. plus forcément, l'ingestion de produits chimiques qui ne devraient pas être dans ces aliments, au naturel, est immense. Et donc, oui, j'ai vu chez Voilà. les poissons, il y avait Oui, voilà, les saumons des qui changent de sexe, qui des changent choses de comme sexe, ça. des Voilà. quantités phénoménales de poissons Mais féminins. on sait que c'est général. Ouais. Les tigres deviennent impuissants, tu te rends compte? Est-ce que Ouais. c'est pas tragique, hein? Alors que le tigre est un tel symbole de puissance masculine, hein? Et ben voilà. Et c'est vraiment, et ça, ce serait donc toutes ces hormones, tous ces produits Alors, les qu'on hormones, déverserait dans bon, le. les hormones sont un facteur très très important. Et ce qui est embêtant, si tu veux, c'est que les hormones, elles sont utilisées, on les considère comme des produits indispensables pour plein de choses, en particulier dans la contraception. Ça se fait à base d'hormones. Bon. D'accord. Alors, donc un usage soi-disant médical. Bon. Alors il y a aussi donc les pesticides. Oui. Alors, ça c'est des poisons hein, qui n'ont jamais prétendu être autre chose, mais on n'a pas calculé que si ça empoisonnait des organismes vivants, ceux qui consomment les organismes, les plantes, etc., ils seront empoisonnés aussi. Ils sont aussi empoisonnés, ouais. C'est forcé. Donc la stérilité augmente d'une façon effrayante, catastrophique, et on peut se demander si elle n'est pas voulue. Et c'est là que ça devient intéressant et très, très, très scabreux. Les gens qui développent ces technologies médicales, les gens qui participent à l'enrichissement des laboratoires, les gens des mafias qui font toutes ces mêmes activités mais de façon illégale, chacun dans son pays, ils ont intérêt à ce que la demande augmente. C'est clair. Oui, bah oui, c'est élémentaire. Clairement, ouais. Si tu veux, tant que les gens font des bébés naturellement, la Oui, technologie n'intéresse personne. Oui, ils ont tout à perdre, ouais, Oui, absolument. Ouais. Oui. Alors c'est ça qui est affreux. Et puis alors si tu veux, on sait que de toute façon, la recherche en eugénisme, donc en amélioration de la race humaine, affirme depuis au moins un siècle qu'il y a trop d'humains sur cette planète. Oui, ça c'est un discours qu'on entend régulièrement, qu'on entend très régulièrement. Chez les élites, etc. Trop d'humains, trop d'humains. Bon. Le malthusianisme, c'est la théorie poussée à l'extrême qui dit mais nous sommes absolument condamnés si nous laissons la population continuer à croître. Parce que les ressources ne suivront pas et donc on va forcément vers le précipice si la population n'est pas limitée. Alors, dans des pays pauvres et qui doivent affronter le mépris, l'humiliation permanente, je pense aux pays africains, la population, elle perçoit tout ça et elle perçoit cette menace que font peser sur elle les pays riches, blancs, qui ont vraiment envie que les Africains arrêtent de faire des enfants. Mais pas par générosité, pour être sûrs de pouvoir, eux, se partager le gâteau de l'Afrique. Ils veulent une Afrique sans Africains. Bon. Donc tu as beaucoup de choses qui se combinent, tu vois. Toujours en provenance des pays riches qui estiment qu'il y a trop de pauvres. C'est toujours la guerre des riches contre les pauvres. Donc beaucoup de gens veulent faire disparaître les pauvres. La pilule contraceptive, quand elle a été inventée, au départ, c'était pour répondre à ce qui était perçu dans certaines sphères comme un problème, le problème des pauvres qui se reproduisent comme des lapins. La pilule a été inventée contre les pauvres. Alors toujours avec l'argument, ah mais non, mais les pauvres gens n'arrivent pas à nourrir leurs nombreux enfants. Mais les pauvres gens, ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ils aimeraient bien les nourrir, mais comme ils n'ont pas d'autres ressources que leurs enfants sont aussi un gagne-pain. Enfin, il y avait un engrenage. Bon. Alors ce qui s'est passé, c'est que la pilule, au début, elle a été testée sur des populations cobayes, en particulier en Amérique latine. Et puis après, une fois qu'elle a été à peu près au point, eh bien, est mise sur le marché. Surprise, ce sont les femmes des pays riches qui l'ont adoptée. Donc elle a été détournée de ce pourquoi elle avait été prévue et conçue. Et il n'y a pas tellement de hasard, si tu veux, la pilule pour hommes, il n'y a pas de motivation pour la développer. Ça ne marche pas du tout. Non, on t'annonce périodiquement, ça y est, c'est presque au point, mais il n'y a pas de demande masculine.
C'est pas pareil. Ouais. Bon. Oui, Elle est très faible, si tu veux. Même le pauvre, il s'en fout. Entre guillemets. Ou bien il a la fierté d'avoir des enfants, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Ben oui, de dire j'en suis capable. Alors ça, c'est quelque chose qui me sidère, qu'on ne voit aucune réaction massive chez les femmes, de dire mais j'en ai marre quand même d'être constamment contrôlée dans ma fécondité. D'être tout le temps en train d'avaler une pilule, mais enfin c'est monstrueux. Parce qu'en plus, le geste d'avaler une pilule, c'est un geste donc, qui doit être volontaire. Hein. C'est pas comme une piqûre, c'est quelqu'un d'autre qui te fait une piqûre, tu acceptes l'intervention de quelqu'un d'autre. Non, mais prendre la pilule. Comme tu bois une tasse de café, bon, bah, tu prends ton petit poison. Hein, pour être sûr que ta nature féminine ne s'exprime pas complètement. C'est affreux. On comprend très bien que quand les femmes pauvres, dépendantes, peuvent limiter les naissances, elles le font, parce que y a des femmes trop fécondes. Bon, mais il y a 1000 façons d'éviter les naissances trop rapprochées. Mais que les femmes riches, qui ont les moyens, qui ont la sécurité sociale, qui ont un mari, qui ont des sous et tout ça, disent « Ah ben non, non, je veux pas d'enfant ». Et qu'elles ne se rendent pas compte que c'est une auto-castration, pour moi c'est un mystère. C'est quoi ça? C'est pourquoi? C'est parce que c'est la vie en Occident, la facilité. On est arrivé au point où voilà, avoir un enfant est une charge, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est la consommation devenue le seul idéal de beaucoup de gens. Bon. Et un enfant, bon, ben, c'est une responsabilité. Les enfants sont insupportables, sont très fatigants dans les premières années. Bon. Apparemment, hein, il faut une conscience religieuse maintenant pour faire des enfants une conscience religieuse. Avec joie, disons. Sans que ce soit vécu comme une calamité et sans qu'on se dise « Ah ben, il faut en éliminer 3/4 et en garder un seulement quand j'aurai 35 ans, avant que ce soit trop tard. » Non, c'est affreux. Et je voulais te demander aussi, est-ce que y a une volonté, est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec ce qu'on appelle le transhumanisme? Je ne sais pas si tu oui, bien connais, sûr. Voilà. Oui. Et est-ce que tout ça ne se suit pas un petit peu finalement? Tout ça n'est pas très lié C'est très lié. Et alors tu as un pays qui est en pointe là-dessus, c'est le Japon. Ouais. Ah, le Japon, il y croit au transhumanisme. Le Japon est un pays qui ne veut pas entendre parler d'immigration. Ouais. Les îles sont souvent comme ça. Elles conservent un très fort nationalisme parce que leur configuration géographique les pousse à avoir cette forte conscience d'eux-mêmes. Donc, ils ne veulent pas d'étrangers chez eux. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça dans leur histoire. Oui. Mais d'un autre côté, ils veulent consommer, donc ils ne veulent pas faire d'enfants parce que c'est encombrant. Donc, ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils se disent... Bon, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a plus assez de gens pour remplacer la population actuelle au Japon. Et bien, leur idée, c'est de développer la robotique. Donc le transhumanisme. Absolument, oui. Donc c'est la solution. D'avoir des surhommes, on va dire, qui puissent accomplir la tâche de plusieurs personnes comme ça. Oui. Alors, des robots intelligents ou des hommes peu nombreux, mais tellement bien entourés de robots qu'ils n'auront pas besoin d'être plus nombreux. Oui, parce que c'est vrai que le Japon est en pointe en matière de robotique, etc. On a vu tous ces robots qui ressemblent à des humanoïdes. Donc tu confirmes qu'en plus, ils vont vers le transhumanisme et vers l'alliance. C'est une société qui est passionnée par ces choses-là, oui. Parce qu'il y a Google qui est très en pointe aussi sur ces thématiques-là. Alors, toutes les très grandes firmes multinationales foncent là-dedans. Oui. C'est prochain, c'est quand même un marché d'avenir, presque, j'ai envie de dire. Alors... D'autant plus, je te dis, si on tient compte de ce phénomène qu'on nous cache très soigneusement, le fait que probablement la nature va refuser de nous donner des enfants maintenant. La nature se venge, la nature elle dit ça suffit. On empoisonne nos corps, et nos corps ne vont plus être féconds, ne vont plus fabriquer d'enfants. Oui, à terme, il y a un risque même naturel que la fécondité... Absolument. Parce que cette fécondité, je crois, on avait observé qu'il y avait le nombre de spermatozoïdes qui avait baissé complètement. Pareil pour les femmes et le cycle. Les hommes sont moins masculins qu'autrefois et les femmes sont moins féminines aussi, mais dans leur constitution, vraiment, dans leur organisme. Oui, parce j'ai vu que l'homme de 1920 était beaucoup plus fertile qu'un homme d'aujourd'hui. Semble-t-il que le taux de sperme s'est effondré, etc. Donc, c'est bien lié à quelque chose. C'est pour ça que, tu me dis qu'effectivement... Beaucoup de gens sont d'accord sur l'idée de l'alimentation, puisque c'est le lien général qu'on peut faire avec tout le monde. Oui, bien sûr. C'est ce dont tout le monde est victime. Voilà, on est tous victimes. Et s'il y a des additifs et des produits chimiques, comme on l'a spécifié, effectivement, les pesticides et autres qui sont utilisés, bon, c'est un peu compréhensible. Et donc,
ces gens-là qui nous emmènent vers ça, est-ce qu'on peut aussi les nommer? Est-ce que c'est quoi? C'est qui? Qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à nous emmener vers ça? Parce que je sais que oui, il y a des grands lobbies, il y a des gens très très, hein, voilà, on parlait tout à l'heure Jacques Attali, évidemment, on a vu, c'est quelqu'un qui est en pointe sur ces sujets-là, sur ces thématiques-là. C'est un engrenage. Mhm. C'est un engrenage, c'est la logique capitaliste, hein, c'est le marché qui commande. Donc c'est un peu inévitable presque, c'est la marchandisation absolue, quoi. On va vers l'humain n'est qu'une marchandise comme une autre. Le marché est le seul sacré, Voilà. maintenant. Hein, bon. On peut dire ça comme ça. Alors, bon, une firme comme Monsanto, par exemple, hein, elle a tout fait pour que ces choses-là se développent. Donc, les gens qui sont dans la logique de Monsanto, qui appartiennent à cette firme ou qui sont connectés par tous les réseaux des multinationales, Ouais. mais ils profitent de l'expérience de Monsanto. Monsanto a développé des produits qui rendent les plantes stériles, et c'est le but recherché. Hein. Le but recherché. On nous dit, c'est de faire des plantes alimentaires avec de meilleurs rendements. Oui. Hein. Mais en même temps, ce sont des plantes qui se suicident, qui ne peuvent plus se reproduire. Et ça, c'est voulu, parce que comme ça, les paysans sont obligés d'acheter les semences. Ouais. Tu vois? Bon, ben, la logique de Monsanto, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas appliquée Aux humains. Eh oui, C'est-à-dire eh que oui, les humains pourront plus. eh Ah oui, oui, d'accord. eh Non, oui. mais c'est dingue ce que tu dis. Non, mais je vois, ouais, mais Attends, Et c'est vrai. tu ne vois pas d'entreprise protester contre ça. Hein. La notion de laboratoire dissident, par exemple, ça n'existe pas. Tous les laboratoires embrayent dans cette logique. Leur avantage, hein, pour prospérer, c'est qu'il y ait de la demande. Et donc, Pour qu'il y ait demande, il faut stériliser les gens. donc on peut vraiment faire le lien donc entre guillemets entre ce qu'on nous met dans nos assiettes de l'OGM et l'avenir d'un monde d'humains contrôlés Ouais. jusqu'au gène puisque on va Ouais. partir de l'embryon et on va C'est ça. tout contrôler de la même façon. Alors, moi, je voudrais ajouter un autre facteur de stérilité. Il y en a beaucoup, des facteurs de stérilité, et si tu veux, c'est comme pour la question du viol, hein, tu en as à tous les niveaux, psychologique, physiologique, chimique, bon, etc. On a mis sur le marché, il y a maintenant bientôt 20 ans, hein. C'est dingue, hein, ça passe, la pilule du lendemain. Oui. Alors, figure-toi que maintenant, il y a les inventeurs de la pilule du surlendemain qui sont en guerre contre les gens de la pilule du lendemain. Bon. La pilule du surlendemain. Mais oui, ils se volent les parts de marché. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la pilule du lendemain ou du surlendemain? C'est une pilule abortive. Ce n'est pas quelque chose qui empêche la grossesse, c'est quelque chose qui Qui l'a. arrête un processus qui est Ouais. déjà enclenché. Ouais. Bon. Cette pilule, elle est maintenant en vente libre partout, et spécialement pour les mineurs. Les infirmières dans les lycées, dans les collèges peuvent Ouais, ils peuvent t'aider à la prescrire trouver. comme ça, Voilà, d'accord. très Ouais. facilement. Une gamine de 14 ans a un premier rapport sexuel bon, dans des circonstances totalement hasardeuses, elle panique, hop là, pilule. Bon, à 14 ans. 6 mois plus tard, elle recommence une petite bêtise avec quelqu'un d'autre, Hop. panique, hop là, pilule, etc. Bon, cette gamine, tu peux être tranquille, à 20 ans, elle est stérile. C'est fatal. C'est fatal. C'est comme un avortement à répétition. Alors, on n'a pas de statistiques. Si certains spécialistes ont des statistiques, ils les cachent. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le marché de la pilule du lendemain, du surlendemain, et si possible comme ça de tous les jours suivants. Tu comprends? Ouais. Pourquoi pas? Ah C'est ouais. épouvantable. Ouais, parce que tu disais aussi, oui, sur l'avortement, les chiffres, parce que quoi, on nous cache que l'avortement provoque des dégâts en fait chez les femmes Bien qui sont sûr. avortées, quoi. Bien sûr. Alors, bon, l'avortement à répétition, bon, bah, Ouais. il finit de bousiller un organisme. Hein. Parce que l'avortement, là, Mm. pour bien être clair, expliquer aux gens, on aspire le fœtus, c'est ça, hein, Oh, il y a toutes sortes de techniques, mais alors, ouais. c'est affreux, c'est abominable. Ouais, je sais, c'est horrible. Mais Ouais, c'est non, toujours, si tu veux, de l'ordre de la violence, hein, ouais, et du encore, ouais, massacre. c'est assez violent. Mais Parce ça ne que, peut être qu'un massacre. Hein. parce qu'en plus, l'avortement, si je ne m'abuse, il y a différentes législations.
qui ne sont pas les mêmes, je veux dire, selon le nombre de mois sur lequel on peut pratiquer un avortement. Je sais qu'il y a Alors, il y a des législations très maintenant, souples même. oui, oui, ben, la législation française, elle s'assouplit au point que tu peux pratiquement avorter jusqu'au moment où l'enfant pourrait être viable, pourrait être un prématuré viable. Voilà. Et beaucoup de gens voudraient maintenant que l'infanticide soit autorisé pour les enfants mal formés. Ah, d'accord. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu peux tuer. Hein, depuis le jour où tu fais une bêtise, le lendemain tu avortes, tu peux continuer à avorter pendant 9 mois, et si malgré tout tu t'y es pas bien pris et tu as un bébé qui est pas terrible, hop là, on le zigouille encore. Tu comprends? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de stériliser la population? Bon. Alors, en Afrique, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour stériliser les gens de façon massive et de force? Chaque fois qu'une femme accouche dans un hôpital, on lui dit, bon, euh, on va te donner un petit traitement, ou on lui dit rien du tout, hein, pour que tu n'aies pas des enfants tous les ans, parce que bon, c'est très fatigant. Et hop, la ligature des trompes. Bon. D'accord. Et elle n'est pas prévenue, elle ne le sait pas. Et en Bon, fait, mais très souvent, bon, des personnes de la campagne qui n'y connaissent rien, elles ne se rendent même pas compte. Simplement après, elles disent, tiens, c'est bizarre, j'ai plus d'enfants. j'ai plus d'enfants, j'arrive plus à en avoir. Je peux plus en avoir. Donc, chez nous, c'est un tout petit peu plus sophistiqué, mais le résultat est le même. Hein. Ouais, c'est. Non, parce qu'au niveau de l'avortement, en plus, il paraît qu'il y a énormément de jeunes filles qui le pratiquent. Alors, Parce que les limite, gamines, c'est un ben, moyen de contraception, quoi. Enfin, on en est à ce point-là. voilà. Tu confirmes tout ça Ah que ben, c'est je le assez- confirme complètement. Mm. Et puis, bon, maintenant, l'avortement est vraiment une chose de confort. Ouais, Tu parce n'as que- qu'à voir la façon dont les gens s'expriment. Ils disent, oh ben, on hésite à le garder. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. On hésite à le garder. Hein, les enfants On qui hésite naissent à le actuellement, hein, les enfants qui naissent actuellement sont des survivants, sont des rescapés. non, C'est fou, affreux. c'est fou ce que Voilà. tu dis. On hésite à le garder. C'est vrai, c'est un peu Ouais. comme une paire de Ouais. chaussures. Ouais, bon. Ouais. Et alors, moi, ce qui me fend le cœur, si tu veux, c'est que je suis d'une génération où euh, l'avortement a été légalisé en 1975. Moi-même, j'attendais mon premier enfant et je faisais rigoler beaucoup de gens parce que je distribuais des tracts dans la rue avec un ventre comme ça. Mais j'étais très heureuse d'avoir mon bébé et je voyais pas de contradiction entre le fait que j'étais contente d'avoir un enfant et l'idée que je pouvais aider des femmes à se débarrasser d'un bébé sans que ce soit illégal, clandestin, dangereux, criminel, etc.